Dans cet épisode avec Luz, on va parler d'impact positif et surtout d'inclusion envers des populations fragiles et vulnérables. Comme elle le dit au cours de l'épisode, un jour ou l'autre, nous sommes tous touchés, confrontés et donc par conséquent, nous serons toutes et tous vulnérables. En tant que designer et pour agir de façon concrète, avec une amie, elles ont créé un atelier qui est à destination de tous. Elle t'explique comment il fonctionne et quels sont les futurs. En l'écoutant, tu comprendras pourquoi elle s'est tournée vers cet engagement et quels sont les enjeux pour les designers et les entreprises. Et à la fin de l'épisode, elle te donne la réponse, comment designer pour les vulnérabilités. Et pour conclure, elle fait un véritable plaidoyer pour plus de diversité, pour favoriser la différence dans les équipes design en France. Maintenant, si tu es prête ou prêt, alors c'est parti. Savoir, c'est bien, tout savoir, c'est mieux. Avec Design Plus, je te propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont te permettre de développer tes connaissances et d'apprendre. Bonne écoute! En écoutant cet épisode jusqu'au bout, tu pourras prendre conscience que d'adapter tes conceptions vers plus de personnes, intégrer l'inclusion, c'est à la fois un enjeu majeur et nécessaire aujourd'hui. Pour prendre plus conscience des personnes vulnérables et fragiles, après plus d'une vingtaine d'ateliers en présentiel, Luz va offrir son premier atelier en ligne à tous les abonnés premium de Design Plus. Alors si toi aussi tu veux accéder à ce premier atelier online, mais aussi écouter les épisodes sans publicité, tu dois choisir un abonnement premium. Je te propose de cliquer sur le site designplus.supercast.com qui se trouve dans la description de cet épisode pour découvrir les tarifs et les nombreux avantages en étant abonné premium. Maintenant, je te laisse écouter l'épisode. Salut Luz, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement auprès de notre public, s'il te plaît? Du coup, je m'appelle, Luz Delgado et je suis, designer, donc designer et stratégique. Aujourd'hui, consultant chez Nextend Consulting, et je m'intéresse justement à transformer les organisations et pouvoir aussi, changer le quotidien des personnes grâce au design. Je suis aussi formatrice en UX et présidente de l'association Flupa. Et j'aime bien mettre mon expertise sur des projets innovants et des projets qui ont justement envie d'améliorer la vie des gens grâce au numérique. Et aujourd'hui, je vais parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est une recherche sur le design des vulnérabilités. Justement, ça c'est venu par mon désir d'engagement pour un monde plus inclusif et un design plus responsable. D'accord, super. Bon, tu es déjà parti dans le sujet, c'est magnifique. Pourquoi voulais-tu parler de design et des vulnérabilités? Pourquoi voulais-tu aborder en fait ce sujet dans Design Plus, s'il te plaît? En fait, je voulais partager cette sujet déjà parce que c'est un sujet que je trouve qui est assez important en tant que designer, de comment est-ce qu'on fait en sorte de créer un design centré sur l'humain. En fait, normalement, quand on fait des études du UX, on nous dit vous allez faire du design centré utilisateur, mais des fois, dans les démarches, dans les projets, dans les méthodes, on peut mettre ça de côté. Et moi, je me suis rendu compte en fait que c'était aussi important d'aller au-delà, de tout simplement dire je suis centré utilisateur. Comment est-ce que je peux prendre en compte aussi justement les endroits des vulnérabilités qu'on peut avoir en tant qu'utilisateur, parce que on est confronté à une maladie, parce qu'on est en situation d'handicap, ou tout simplement parce qu'on est dans une situation d'exclusion, parce qu'on fait partie d'une minorité. D'accord. Et tu voulais aussi, je crois, nous partager un peu
C'est avec qui est-ce que tu travailles avec quelqu'un sur ce sujet? Comment que tu travailles un petit peu sur ce sujet? Du coup, en fait, ces sujets, l'initiative et l'idée est née, déjà parce que, dans les cadres de mes études, des masters, innovation par le design à l'ENSI, moi j'avais été 6 mois en immersion dans un laboratoire d'innovation dans un hôpital psychiatrique et bah, en fait, c'est un espace qui m'a beaucoup touchée. Déjà personnellement par rapport au fait que ça touchait ma sensibilité et ma propre vulnérabilité, mais aussi par rapport aux personnes pour lesquelles les designers qui travaillaient justement dans cet espace pouvaient aussi prendre en compte la vulnérabilité des personnes Mmh. et aussi l'environnement. L'espace d'un hôpital, c'est un espace vulnérable et du coup, c'était un espace où il y avait vraiment beaucoup des vulnérabilités et c'est comme ça que j'ai eu cette idée. Et à partir de cette idée, en fait, j'en ai parlé à une ancienne collègue, Candice Lamargent. On avait travaillé ensemble et on travaillait plus ensemble parce qu'elle avait quitté, on avait tous les deux quitté Manpower. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, sur quel projet on peut travailler ensemble. Et du coup, on a décidé de travailler sur ces projets. Et surtout, on est concerné par des vulnérabilités. Moi, je suis neurodivergent, j'ai un trouble d'attention avec hyperactivité qui a été diagnostiqué justement il y a pas très longtemps. Ça fait partie aussi du parcours. D'accord. Et Candice, elle a un trouble anxieux. Et du coup, c'est comme ça que les deux premières cartes, les deux premiers sujets sur lesquels on a travaillé dans notre sujet des recherches, a commencé. Et ça s'est incarné sur un atelier qu'on anime aujourd'hui, qui s'appelle Tous ensemble. C'est un atelier du coup pour sensibiliser justement sur les sujets d'inclusion. D'accord. OK. Donc, Luce, pour rentrer un peu plus dans le sujet, peux-tu nous donner, toi, ta définition en fait de la vulnérabilité, pour qu'on puisse t'écouter et entendre avoir tous la même version, quoi, en fait? Ouais, bah du coup en fait moi c'est vrai que je commençais à entendre sur cette notion-là. Euh, Avec les livres Les pouvoirs de la vulnérabilité des Brené Brown. En fait, c'est une sociologue qui fait de la recherche. Et à ce moment-là, bah, j'ai juste lu ça dans les cadres du développement personnel. Et ça m'a quand même touchée. Le fait de voir que la vulnérabilité pouvait avoir un pouvoir et que c'était aussi une ouverture justement sur prendre des risques, de pouvoir abandonner l'incertitude et l'importance de l'empathie et de l'inclusion. En fait, ces livres m'ont ouvert déjà cette porte vers cette définition-là. Mmh. Et après, je continuais à explorer forcément cette définition. Et aujourd'hui, je les vois dans les designs, dans les cadres du design. Pour moi, la vulnérabilité, c'est comment prendre soin des personnes qui ont besoin de plus d'attention dans l'expérience. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment prendre soin de ces moments et de ces situations qui peuvent demander plus d'attention. D'accord, OK. Tu te rappelles quand est-ce qu'il a été écrit le livre de Brené Brown, s'il te plaît? Je me rappelle pas du tout. D'accord, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un livre de développement personnel et il y a aussi sur YouTube une petite TEDx D'accord. qu'elle a parlé de ça et je trouve que c'est hyper intéressant en fait comment cette personne a justement essayé de comprendre notre rapport à la vulnérabilité dans la société et c'est ça aussi que je trouve intéressant d'explorer parce que c'est quelque chose sur lequel des fois on n'ose pas aller parce qu'on le voit comme quelque chose qu'il faut avoir honte ou qu'il faut avoir peur, alors que c'est des choses qui peuvent aussi apporter des opportunités, même dans notre process design et dans les business. Mmh, mmh, mmh. D'accord, effectivement, et puis on va en parler plus tard. Et est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui est traité en France ou dans le monde francophone? En fait, je pense que c'est un sujet qui est traité par les prismes de l'accessibilité d'une certaine façon. D'accord. C'est-à-dire quand on travaille en accessibilité, on va déjà toucher les questions d'handicap. Mmh, mmh, Donc mmh. c'est des questions des vulnérabilités et on peut déjà aller un petit peu sur certains sujets des vulnérabilités comme le neurodivergence parce qu'on va parler des comment rendre plus accessibles les outils pour les personnes dyslexiques ou pour les personnes autistes. Moi, ce que je trouve qu'en France manque un petit peu, c'est plus les côtés inclusion Mmh, mmh. qui va vraiment au-delà
des situations d'handicap, c'est aussi comment est-ce qu'on peut inclure les gens par rapport à leur âge, par rapport à leur orientation sexuelle, par rapport à leur origine culturelle. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie de travailler sur ces sujets d'une manière beaucoup plus large, de me poser la question, en fait, c'est quoi tous les zones, c'est quoi tous les espaces des vulnérabilités qui peuvent nous rendre, qui peuvent nous exclure des expériences. Et pour moi, il y a plein de sujets qui sont aussi sociaux et qui sont aussi liés à l'environnement dans lequel on évolue. Donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à faire en France encore sur les sujets d'inclusion et comment est-ce qu'on inclut ces sujets-là dans notre conception. D'accord, ok. Et puis donc on va en parler tout de suite. Et donc ma question suivante, c'est effectivement pour toi la vulnérabilité. Donc tu viens de nous l'expliquer. Quel est le rapport en fait avec le design en fait? Comme je vous ai raconté un petit peu au début, moi, mon premier contact avec cette notion-là, ça a été le fait d'aller dans un espace qui était vulnérable, donc les laboratoires d'innovation dans l'hôpital psychiatrique. Et en fait, c'était un endroit où la vulnérabilité était omniprésente, déjà par rapport à l'espace. Et ça m'a fait du coup réfléchir à ça, comment est-ce que la vulnérabilité, comment est-ce que on peut designer dans des espaces vulnérables. Aujourd'hui, on est dans des situations où il y a des contextes de guerre dans des pays, des espaces à risque. Donc, c'est des espaces qui sont vulnérables. Et du coup, je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut concevoir dans ces espaces? Et après, par rapport à cet espace-là aussi, comme je vous ai dit avant, l'effet de travailler pour des personnes sur lesquelles c'était impossible pour moi de rentrer en empathie. Donc, par exemple, en fait, je peux pas savoir ce que ça veut dire être schizophrène. Je peux aller me renseigner, aller rencontrer les experts, mais je pourrais pas rentrer 100% en empathie. Mais c'est important de prendre conscience de ça, de dire bah c'est une vulnérabilité que je suis pas concernée. Comment est-ce que je peux l'apprendre dans mon design? Et c'est pour ça aussi qu'il y a ces côtés aussi personnels de comment ces espaces-là me touchent aussi. Parce que quand on travaille sur des sujets comme ça, on est touché nous-mêmes en fait et on est sensible et ça peut être aussi difficile de travailler sur ces sujets. Et dans cette démarche-là, du coup, j'ai aussi rencontré une approche qui existe depuis un moment. C'est l'approche du design with care. C'est un peu comment dans les process créatifs, justement, prendre soin de cette humanité, de cette sensibilité sur déjà les personnes qu'on conçoit, mais aussi l'environnement. Et c'est un approche que j'ai découvert, que j'ai commencé à étudier. Il y a pas mal de littérature sur ces sujets, donc Joan Tontreau, qui se repose sur l'idée du soin comme une idée fondamentale pour les repères du monde et pour comment justement concevoir les mondes. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant ces approches-là. Je suis aussi allée à la rencontre des personnes en France qui travaillent sur ces sujets. Donc aujourd'hui en France, il y a une agence qui s'appelle Les Sismos qui travaille sur ces questions-là. Donc ça m'a donné envie de me dire en tant que designer, moi aussi, je peux aller dans cette direction. Et en tant que designer du coup numérique, je me suis posé la question comment est-ce que je peux infuser aussi ces principes-là et ces méthodes-là dans les designs aussi du numérique. D'accord, ok. Est-ce que tout à l'heure tu parlais de cette notion de design with care, ça existe depuis quand? Et je crois que d'ailleurs tu t'en parlais qui était par rapport à Joanne Tronto, cette française. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bah, du coup, Joanne Tronto, c'est une Française politologue qui a écrit un livre qui s'appelle Un monde vulnérable pour une politique du care. Et justement, en fait, elle s'est posé beaucoup de questions sur cette notion-là. C'est une notion qui vient beaucoup des les féminismes. C'est beaucoup de femmes, en fait, qui ont créé cette politique parce que, en fait, les care, ça vient du soin. Et forcément, c'est un espace qui était très féminine à l'époque et que je pense qu'il continue à l'être. Et ça date des années 80, des comment en fait la femme correspondait justement à cette prise des soins.
Aujourd'hui, pour moi, ça va au-delà du féminisme. Pour moi, c'est plus un concept qui permet justement de prendre soin. Mais en tout cas, beaucoup des personnes qui ont écrit sur ça, c'est des femmes féministes qui ont parlé des comment prendre soin justement pour avoir un monde beaucoup plus bienveillante et qui prenait soin justement de l'humain. D'accord, ok. Tu parlais effectivement des personnes vulnérables et tout à l'heure on parlait un petit peu d'inclusion. Est-ce que du coup, designer pour les personnes vulnérables, c'est de l'inclusion? La manière dont j'ai conçois du coup les designs des vulnérabilités et pourquoi je le accroche à l'inclusion, c'est justement parce qu'en lisant tous ces textes philosophiques sur l'éthique du care, moi je me suis posé la question concrètement, qu'est-ce que moi je pouvais faire et comment est-ce que je pouvais faire en sorte de les rendre concrets. Et en fait, ça m'a fait penser au sujet de l'inclusion. Justement, comment est-ce qu'on pouvait agir de manière concrète. Et pour moi, justement, l'inclusion, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos designs prennent en compte les différences des personnes, les fragilités, l'handicap. C'est un concept du coup qui est très lié, comme je disais, à l'accessibilité. Donc, on va tout de suite penser à handicap, maladie. Mais moi, en fait, je me suis posé la question aussi et oui, qu'est-ce qu'on fait pour ces choses qui nous rendent fragiles et vulnérables parce que la société nous met dans des situations parce qu'on est des minorités. Par exemple, les faits d'être une personne étrangère, moi personnellement, ça a été des fois des freins dans des expériences et dans des situations, et ça m'a porté beaucoup plus de difficultés pour par exemple mes impôts ou l'accès aux soins ou les faits d'être une personne des couleurs. Donc en fait, je pense que c'est là où je me suis dit oui, quand on travaille pour ces vulnérabilités, c'est pas que les personnes vulnérables, parce que je pense que la vulnérabilité, c'est pas juste quelque chose qui vient de toi. Des fois, c'est quelque chose qui vient de ton environnement, de la société, du fait que tu es discriminé. Et c'est pour ça que je l'ai vraiment accroché à cette notion d'inclusion. D'accord, ok. Et je crois que tu voulais aussi nous parler de l'inclusion par rapport au handicap, qu'il soit visible ou non visible, je crois aussi, non? Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut entendre beaucoup comme notion, la notion d'handicap invisible. Moi, je suis pas 100% sûre que c'est la bonne manière de dire, mais en tout cas, ça permet de séparer les faits qu'il y a des handicaps qui nous semblent évidents, comme le fait d'être une personne sourde, le fait d'être aveugle ou d'être en fauteuil roulante. Et souvent, quand on pense à l'handicap, on passe tout de suite à ça, alors qu'il y a des situations qui sont beaucoup moins évidentes pour la moyenne des personnes, comme les neurodivergences. Parce que c'est des choses qui, des fois, passent inaperçues pour les personnes qui sont pas neuroatypiques. Et c'est ça on peut appeler les handicaps invisibles. Pour moi, par exemple, il y a des maladies chroniques qu'on voit pas du tout, en fait, qu'une personne qui a l'endométriose ou qui est asthmatique, on le voit pas toujours. Bien sûr, ouais. Par contre, c'est des situations qui peuvent être handicapantes et qui peuvent être de freins au quotidien. Donc, c'est ça qu'on voulait aussi aborder dans cet atelier. C'était l'effet de dire l'accessibilité, ça doit aller au-delà aussi des choses qui sont perceptibles et évidentes pour nous quand on pense à handicap. D'accord, ok. Et du coup, vous avez déjà classé ou catégorisé ces vulnérabilités? Comment vous avez fait? Oui, du coup, avec Candice, on s'est posé la question. Et c'est quelque chose qui est encore en cours de construction. Et on a fait un tri par carte dans lesquels on a essayé de catégoriser. Ok, si on passe à des vulnérabilités, à des situations qui sont excluantes dans les designs et dans les conceptions des produits et des services, ça serait quoi les catégories? Et du coup, c'est là où on a commencé à réfléchir. On a pensé aux neurodivergences, comme les TDAH ou la dyslexie. Donc ça, c'est une catégorie qui peut exclure les personnes des expériences.
On a pensé aussi, par rapport à mon expérience que j'ai eue à l'hôpital psychiatrique, à des questions de santé mentale et des troubles psychologiques. Donc ça peut aller dès l'anxiété, la dépression, comme le fait d'être une personne bipolaire. Les discriminations, donc les discriminations par la couleur de peau, donc toutes les questions de racisme, l'orientation sexuelle, donc le fait d'être une personne LGBT, ça peut être forcément une situation d'exclusion. Les genres, être une personne trans, et on a beaucoup travaillé justement sur ces sujets de la transidentité. La barrière linguistique, on peut aussi ignorer cette diversité culturelle de la société. On a pensé aussi aux maladies chroniques, comme je viens de dire, donc tout ce qui est asthme, les cancers, les douleurs chroniques, les handicaps moteurs et sensoriels, donc tout ce qui est les questions des sourdités, personnes aveugles, les questions des je suis dans une chaise roulante, j'ai des handicaps moteurs. Sur les handicaps, dans la dernière fois que j'ai animé mon atelier, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on avait oublié aussi les handicaps mentaux. Donc l'effet, par exemple, d'avoir une trisonomie 21. Donc ça, c'est une catégorie qu'on va rajouter. Et tout ce qui est vulnérabilité temporaire, parce que ça peut venir aussi des situations comme un accident, l'effet justement d'être enceinte, ça peut être aussi quelque chose qui nous rend vulnérables à ces moments, et que c'est juste à ces moments-là. Après, tout revient à normalement. Et sur ça, justement, il y a Microsoft qui a pas mal travaillé sur ça, sur les différents types des handicaps temporaires. Comment est-ce qu'on peut aussi être dans une situation de handicap parce qu'à ces moments-là, on porte nos courses et du coup, nos mains, on peut pas les utiliser. Donc ça, c'est des choses qu'on a aussi envie de traiter. Et aussi, il y a des situations de vie qui peuvent être excluants, comme le vieillissement, par exemple. Nous, on va tous vieillir. Et aujourd'hui, la question des seniors, des fois, on se dit, pour ces produits-là, on n'a pas besoin de penser aux seniors parce qu'ils seront morts dans 10 ans. Mais non, en fait, peut-être ils sont utilisateurs aussi, ils regardent la télé aussi, ils font plein de choses. Et c'est pas parce qu'on vieillit qu'on est complètement exclu des interactions et des expériences. D'accord, ok. Oui, je suis absolument d'accord. Du coup, cette liste que tu viens de citer, et au fur et à mesure des semaines ou des mois, donc elle évolue, vous rajoutez ou vous modifiez des catégories, c'est ça? Ouais, en fait, pour moi, c'est un projet de recherche qui est une expérimentation qui forcément est dans l'itération constant. Donc aujourd'hui, j'ai animé l'atelier déjà une vingtaine de fois. On a animé des fois ensemble avec Candice, des fois j'étais toute seule. J'ai animé un peu partout en France. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on fait l'atelier, on demande des feedbacks aussi des personnes qui participent, et ça nous permet d'itérer cette expérimentation. Et dans les process des recherches, pour nous, c'est très important, et je pense que c'est essentiel justement dans le design des vulnérabilités, d'aller à la rencontre des personnes concernées. Donc, on a commencé avec 2 cartes, les TDAH, donc les troubles d'attention avec hyperactivité, parce que je connaissais bien les sujets, je me sentais assez capable d'aller à la rencontre des personnes qui avaient un TDAH. D'accord. Et avec les troubles anxieux, parce que du coup, Candice, elle se sentait aussi concernée. Mais après, on a continué à explorer des sujets sur lesquels on n'était pas concerné, comme l'électronisme ou la transidentité. Et pareil, on est allé à la rencontre des personnes trans pour pouvoir bien comprendre la situation. Et ça nous a permis de créer les cartes. Sur l'électronisme, on a eu beaucoup de blocages parce qu'on a eu du mal à déterminer comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre des personnes qui sont dans une situation d'électronisme. Donc, c'est un sujet qui est encore en cours de travail par rapport à ça. Et du coup, l'idée, ça va être de continuer à explorer les différents sujets, les différentes catégories pour continuer à faire des cartes et des expérimentations en mode atelier pour voir comment est-ce que les participants sont sensibilisés à ça, qu'est-ce qu'ils comprennent, est-ce que c'est des vraies situations qui excluent les personnes dans les expériences. Et ça va nous permettre de construire un jeu de cartes où il y aura toutes les catégories, il y aura toutes les thématiques, et on aura pu rencontrer des personnes concernées qui ont partagé leurs témoignages et qui vont nourrir justement cette expérience. D'accord.
Ok, c'est super intéressant. Et pour parler de l'électronisme, j'avais fait un épisode effectivement là-dessus il y a quelques années où je racontais une expérience que j'avais vécue dans la rue qui était assez intéressante. Et je pense que par rapport à votre recherche de personnes, je pense que des fois ça peut être compliqué parce que par exemple que ça soit pour l'électronisme ou même comment dire de certains troubles, je pense que l'humain est assez fort pour trouver le pendant, c'est-à-dire une solution d'adaptation très rapide pour contourner son problème. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'est vrai que je pense que c'est très délicat des fois de même aller à la rencontre des personnes concernées. Mmh, mmh. Justement par rapport à cet exemple d'électronisme, ben en fait il y a plein de situations sur lesquelles tu peux être dans cette situation-là et tu vas pas forcément l'admettre. Bien sûr. Et du coup c'est difficile de faire une publicité sur LinkedIn. Déjà c'est pas là où tu vas rencontrer ces personnes-là et de dire bah qui est quelqu'un qui est en situation d'électronisme. Mmh. Et sur des autres sujets, ça va être plutôt, c'est des sujets qui touchent beaucoup l'intime. Donc ça peut être difficile aussi de rencontrer des personnes par rapport à certaines situations parce que les gens, Mmh, mmh, il faut mmh. qu'on rentre dans leur intimité, tu vois. De dire par exemple que tu es une personne bipolaire, c'est aussi t'exposer. Bien sûr. Donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et c'est pour ça en fait qu'on essaye aussi de se rapprocher des associations, des personnes concernées par une situation, Mmh, mmh. aussi se servir de notre cercle. Parce que moi, du coup, ce que je me suis rendu compte avec ces sujets, c'est que ça a ouvert une espèce de parole. Et il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi me dire ah moi je suis concernée par cette situation, euh, des vulnérabilités. Et c'est aussi comme ça qu'on démarre un peu l'atelier. On rentre dans l'intime en demandant aux gens est-ce que vous avez des histoires à raconter par rapport à des situations de vulnérabilité. Mais comme c'est important aussi de pas forcer les gens à se dévoiler, je peux dire aussi bah si vous voulez pas raconter quelque chose de personnel, vous pouvez aussi raconter quelque chose sur votre voisin. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on vit dans un monde où on est tellement éloigné des fois de cette comment on touche la vulnérabilité et comment est-ce qu'on peut aussi être conscience de notre propre vulnérabilité, que c'est difficile des fois d'oser parler de ces choses et de dire ce que tu peux ressentir par rapport à ça. Et certaines vulnérabilités, comme les vulnérabilités sociales, euh, liées à la discrimination, ça peut être des choses qui sont très subtiles Mmh, mmh. et qui sont difficiles des fois à exprimer avec des mots très concrètes. Donc c'est ça des fois la difficulté aussi dans cette recherche, c'est de dire comment est-ce qu'on peut trouver un espace qui est sécurisant, qui est bienveillant, pour que les personnes qu'on rencontre sur des situations puissent aussi se sentir En confiance, oui. Ouais. touchées par la cause et en confiance de pouvoir partager leur histoire. Parce que du coup, quelque chose qu'on a changé dans l'atelier depuis les débuts qu'on l'a animé, c'est qu'au début, il n'y avait pas des témoignages des personnes qui étaient présentées aux participants. C'était plutôt un verbatim derrière une carte. Bien sûr, ça te donne une idée. Mais un des retours qu'on a eu constamment, c'était l'effet on n'arrive pas à se projeter quand on n'est pas Mmh, concerné. mmh, mmh. Bien sûr, ouais. Et du coup, bah, à ces moments-là, on s'est dit, bah, on peut pas continuer comme ça, c'est plus possible. Donc on a dit, ok, on va à la rencontre des personnes concernées et on transmet cette information aux personnes qui participent à l'atelier. Comme tout designer, au départ, on s'est dit, bah, on va faire des cartes avec des verbatims, des histoires. Et finalement, les audios, ça a été quelque chose a été spontané. J'ai fait des audios avec une personne concernée, justement par la transidentité. Je suis venue à un atelier, je les ai fait écouter et les gens, ils ont adoré. Ah, d'accord. Et du coup, c'était des audios qui allaient servir pour créer des cartes ou des dessins ou autre chose. Mais finalement, ça a été tellement impactant comment ça agit par rapport aux Ouais, gens que je ouais, me ouais. suis dit, bah, Mmh. il faut qu'on garde cette mode de médiation, ces formats-là. Aujourd'hui, justement, on réfléchit comment est-ce qu'on peut trouver des nouveaux formats. Mmh. Et moi, dans l'avenir, j'aimerais bien faire la bande dessinée ou quelque chose comme ça.
pour trouver des formats. Et justement, la semaine dernière, j'ai animé dans un atelier où j'étais confrontée à les sujets de l'accessibilité au milieu de mon atelier, parce qu'il y avait une personne sourde qui était venue à mon atelier. Ouais. Ouais. Et du coup, comme les audios, c'est tellement central dans l'expérience de l'atelier, malheureusement, sans me rendre compte, j'ai un peu exclu cette personne, mais je me suis dit, ça me donne l'opportunité de me poser la question. Et du coup, là, aujourd'hui, je me pose la question, justement, comment est-ce que je vais rendre cet atelier accessible aussi pour les personnes sourdes, pour les personnes aveugles, et que finalement, comme cet atelier fait appel à la vulnérabilité, ça ramène beaucoup de personnes différentes. J'ai eu des personnes autistes qui sont venues à mon atelier, des personnes TDAH, j'ai eu des personnes trans qui sont venues à mon atelier. Donc, c'est un atelier finalement qui en soi, ça amène une diversité dans les publics. Donc, ça m'oblige moi aussi à me poser des questions de comment est-ce que je peux aussi dans mon format d'atelier, dans ma facilitation, permettre à tout le monde de se sentir inclus, parce que sinon, ça n'a aucun sens de faire un atelier sur l'inclusion et qui exclut des personnes. Ok, super intéressant. Luz, donc on a commencé à parler de cet atelier que vous avez appelé Tous ensemble, je crois, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mais on va changer les noms pour être plus inclusif. Ça va s'appeler tous ensemble. D'accord. C'est une manière de mélanger le féminin et le masculin dans les noms de l'atelier. Mais ça, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est un projet itératif. D'accord. Donc, est-ce que tu as envie de savoir des choses en particulier sur oui, tout à fait. J'allais te poser la question. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce qu'il a débuté cet atelier, et surtout, je pense que tous les auditeurs et auditrices seront d'accord aussi, c'est de savoir comment ça se déroule cet atelier, quoi. Du coup, on a commencé à animer l'atelier l'année dernière. En juin 2023, on a fait un premier POC. D'accord. Parce que j'avais postulé à Paris Web pour animer cet atelier. Et du coup, les premiers ateliers officiellement a été animé en 2023 pour Paris Web. D'accord. Et du coup, c'était sur les sujets des TDAH et des troubles anxieux, comme je vous avais un peu raconté. Et les déroulés de l'atelier, les déroulés global restent toujours un peu le même. Donc, l'idée, c'est qu'on commence par un icebreaker où justement on rentre dans cette intimité-là et à discuter de ces sujets d'handicap et des vulnérabilités. Les participants, du coup, partagent des expériences personnelles ou des personnes proches ou des situations où ils ont été témoins. Après, on passe dans une phase de découverte de la situation. Donc, chaque groupe, c'est sur des groupes de 5 ou 6 personnes. Chaque groupe travaille sur un sujet particulier et sur un parcours particulier. Donc, les groupes, ils découvrent une carte qui leur explique la situation. Par exemple, s'ils découvrent la carte TDAH, ils vont savoir ce que c'est. Ils vont avoir des chiffres clés. Sur les sujets des TDAH, combien de personnes sont concernées, combien de personnes sont diagnostiquées ou pas. Derrière la carte, du coup, il y a un verbatim qui permet déjà de comprendre un petit peu un témoignage d'une personne concernée. Et on a des petits conseils aussi, des conceptions, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on est concepteur des produits et services. D'accord. Après, les personnes sont invitées à se mettre à la place de cette personne qui a un TDAH. Et du coup, ils doivent, dans un parcours, nous, designers, on utilise beaucoup l'outil d'Experience Map. Donc, ça se passe dans un Experience Map. Et on a travaillé sur des parcours qui sont assez courants. Donc, par exemple, le voyage en train. On a tous pris les trains. Donc, on reste pas fermé sur les numériques. C'est vraiment l'expérience au global. Comment ça se passe un voyage en train. Dès que prends mon billet sur un site web, mais aussi comment ça se passe quand je suis à la gare, quand je prends mon train, quand je sors de la gare. Donc c'est plus une démarche de design des services qui est des designs qui est numérique. D'accord. Et du coup, les participants sont invités à imaginer les pain points. Donc, c'est quoi les difficultés supplémentaires qu'une personne avec un TDAH peut avoir dans cette parcours-là. Et c'est à ces moments-là où je viens un peu embêter les groupes et leur faire écouter des audios d'une personne concernée. D'accord. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'on pouvait être très biaisé
et se projeter des choses et de dire, par exemple, ah mais on a tous des problèmes d'attention. Moi aussi j'ai des problèmes d'attention. Oui, mais vous n'avez pas peut-être un TDAH qui sait une intensité beaucoup plus grave de cette question de l'attention. Donc ça permet en fait d'enlever ces biais-là. Et du coup, suite à ça, on est plutôt sur la solution. Donc c'est quoi les solutions qu'on peut apporter aux personnes dans cette situation à chacune des étapes, et du coup on passe plus un brainstorming, c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution, et à la fin du coup pour pouvoir atterrir sur quelque chose, les personnes imaginent un concept de solution beaucoup plus concret et cristallisent du coup toutes ces idées sur un concept. Et c'est comme ça que l'atelier finit, on partage qu'est-ce que chaque groupe a pu construire comme concept des solutions, c'est quoi les problèmes qu'ils ont rencontrés, et ça permet aussi aux autres participants de découvrir les autres vulnérabilités, de découvrir ce que les autres ont fait. D'accord, ok. Et alors, à partir de toute cette matière qui a émergé pendant l'atelier, qu'est-ce que vous en faites de toute cette matière? Vous le gardez pour vous, ça reste aujourd'hui juste de l'écrit. Qu'est-ce qui se passe avec toute cette matière? Parce que je pense qu'il y a des centaines d'idées vu que vous l'avez fait une vingtaine de fois, c'est ça tout à l'heure, je crois que tu disais. Il doit y avoir des centaines d'idées, et qu'est-ce que vous en faites de toute cette matière super riche? Du coup, aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, la matière, on l'a pas beaucoup réutilisée parce qu'on s'était dit de toute façon, nous on travaille pas pour un service des trains, ou on travaille pas pour un service des recherches d'emploi, mais ça nous donne des apprentissages sur c'est quoi les solutions qui émergent, c'est quoi les solutions qui commencent à émerger sur les situations. D'accord. Et personnellement, ce que je trouverais intéressante de travailler par la suite, et c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu. J'ai démarré une recherche action du coup avec Designer Éthique. Moi, mon idée en fait, c'est de dire ok, maintenant on a fait des expérimentations où l'objectif c'était plutôt d'itérer l'atelier, de comprendre si cet atelier permettait de sensibiliser. Ça, on l'a validé, cette hypothèse-là. Ça permet aux gens d'apprendre sur ces sujets, d'être sensibilisés. Mais moi, ce que je m'aimerais bien dans les longs termes, c'est de dire comment est-ce qu'on peut produire peut-être des guidelines, peut-être un référentiel sur l'inclusion. Je sais pas, c'est peut-être juste un rêve, mais en tout cas, c'est une idée, et je pense que dans ces cas-là, c'est intéressant d'exploiter la donnée qui sort de l'atelier. C'est de dire pour quelle situation on imagine quelle solution, et comment est-ce que ça peut devenir pas une solution en soi qu'on va concevoir et qu'on va vendre, mais des principes, des conceptions qui peuvent du coup aider les designers, qui peuvent aider les personnes qui travaillent dans les produits sur des principes, sur des situations de vulnérabilité. D'accord, ok. Donc pour l'instant, vous récupérez, je dis, toute cette matière, toutes ces idées, mais c'est pas encore vraiment utilisé, quoi. En tout cas, pas aujourd'hui, parce que vous êtes fixé sur un guide ou des guidelines, c'est ça? Pour l'instant, on n'est pas fixé sur ça. C'est un projet qu'on fait en parallèle de nos travails respectifs les week-ends et dans nos temps libres. Donc, la première phase de cet atelier, ça a été, est-ce qu'on valide déjà notre concept d'atelier? Est-ce que cet atelier permet de sensibiliser? D'accord. On a déjà passé cette étape-là. Donc, la prochaine étape, ça va être justement plusieurs parties. Comment est-ce qu'on peut déjà peut-être amener ce type d'atelier dans une équipe produit et travailler sur leurs propres produits, sur leurs propres services? Est-ce que ça permet de se projeter, de rentrer en empathie? Est-ce que ça amène des nouvelles solutions? Ça, c'est une des pistes d'expérimentation à venir. Et une autre piste d'expérimentation, c'est est-ce que ces expérimentations-là peuvent nous permettre par la suite de créer une guide sur le design inclusif, ou de créer un référentiel comme il y en a pour l'accessibilité ou pour l'éco-conception. D'accord, ok, j'ai bien compris. Alors, je crois que tu as commencé à en parler.
C'est quoi le futur de cet atelier, en fait? Oui, du coup, ces projets, il est à plusieurs futurs. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup d'idées et vraiment, c'est un projet où j'y pense tous les jours, pendant mon sommeil et les matins quand je me lève. D'accord. Donc, clairement, il y a plein de futurs. Un des futurs de ces projets, c'est qu'on a démarré un projet de recherche-action avec Designer Éthique. Je me suis rapprochée d'eux parce que j'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens dans les valeurs de leur association et que j'avais eu des discussions avec Anne-Sophie Tranchet, qui se charge de l'accessibilité, et on avait partagé justement les faits qu'aujourd'hui, on travaillait pas beaucoup sur l'inclusion. Et du coup, j'ai proposé de créer un groupe de travail autour de ces sujets et des designs des vulnérabilités avec Designer Éthique. Pour l'instant, en fait, on est juste dans les phases des cadrages de ces projets. Moi et Candice avec 3 personnes de designers éthiques pour construire un peu une équipe socle sur ces projets. D'accord. Mais l'idée, ça va être de continuer à explorer des nouveaux sujets, donc construire des nouvelles cartes, faire des nouvelles expérimentations. Quelque chose que j'aimerais beaucoup expérimenter aussi avec eux, c'est les co-design avec des personnes concernées. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des participants, des personnes qui sont pas concernées par les sujets, c'est de faire des ateliers avec des personnes concernées, donc forcément peut-être des associations ou des choses comme ça, pour voir est-ce que ça produit autre chose aussi quand on travaille avec des personnes concernées. Et nous allons explorer du coup des sujets qu'on a déjà un peu décidés, les prochains sujets sur lesquels on va travailler. Il y a l'autisme, la précarité, l'endométriose, et je me rappelle plus lesquels autres, mais en tout cas il y a un autre sujet aussi qu'on va explorer. Je pense les sexismes, D'accord. ouais, c'est ça. OK. Et on va travailler sur ces 4 sujets. L'idée, ça va être d'intégrer des nouvelles personnes aussi. Les buts, c'est pas de devenir 50 d'un coup parce qu'après ça crée, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais l'idée, c'est sur ça que chaque sujet, c'est poser la question est-ce qu'on a besoin d'une personne de plus ou de 2 personnes de plus pour faire la recherche. Et du coup, cette recherche va consister déjà à aller à la rencontre des personnes concernées, aller se documenter sur ces sujets. Donc comprendre les sujets d'une manière beaucoup plus académique, documentaire. Qu'est-ce que c'est quoi les chiffres aujourd'hui, c'est quoi les problématiques qu'on peut avoir au quotidien, c'est quoi les parcours dans lesquels on peut avoir des problèmes pour qu'on puisse du coup faire des expérimentations sur ces parcours-là et continuer à animer l'atelier du coup dans des expérimentations. Donc j'ai déjà des dates de prévues. Je commence aussi à être invitée en entreprise pour animer l'atelier dans des équipes. Donc comme ça, on pourra expérimenter aussi peut-être sur des produits et des services déjà existantes. Et il y a les côtés aussi formation. Donc c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, je travaille à Gobelin dans la certification UX et je vais moi-même animer une formation accessibilité et inclusion avec une collègue qui est plutôt experte en accessibilité, qui s'appelle Naïma et qui est référent accessibilité. Et l'idée, en fait, c'est de dire comment est-ce qu'on peut aussi former les designers à ces sujets-là et que ça soit sur la théorie, mais aussi sur la pratique. Et du coup, peut-être utiliser mon atelier et l'atelier que je construis avec Candice tous ensemble pour l'utiliser comme outil de sensibilisation et des mises en pratique de l'inclusion. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'expérimente aussi les côtés formation. Donc, il y a tout ça. On a aussi envie de l'animer en ligne. Donc, de construire un format en ligne pour pouvoir faire cet atelier avec plus de monde qui ne peuvent pas forcément se déplacer dans les endroits où on anime l'atelier. Ouais, bien sûr. Et je commence aussi à travailler sur comment animer cet atelier dans des autres langues. Parce que pour moi, les langues, c'est important. Moi, je parle ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Je parle aussi anglais, italien. Donc, j'ai déjà été invitée en mai pour animer l'atelier dans les cadres d'une journée sur l'accessibilité en anglais. Donc, il y aura un gros travail des traductions, de tous les supports, de voir est-ce qu'on arrive à avoir la même énergie aussi dans une autre langue. Donc, il y a tout ça. Est-ce que, Luce, tu pourrais nous parler des prochaines animations ou prochains ateliers que tu as prévus, s'il te plaît? Bah, du coup, j'ai prévu des ateliers, j'en fais au moins 1 ou 2 par mois. D'accord. Mais il y a un atelier que je trouve assez intéressant à en parler, c'est que les 26 juin, je serai à A11Y Paris. Du coup, c'est un événement qui est lié à l'accessibilité. D'accord. C'est un événement qui se
concentre sur l'accessibilité et justement, j'aimerais bien, sur cet atelier, comme je vous avais dit, travailler justement sur, comment rendre l'atelier beaucoup plus accessible aux personnes en situation, d'handicap. Donc je vais travailler sur comment les rendre accessibles pour les personnes sourdes, pour les personnes aveugles. Et j'ai des amis du coup qui sont concernés par ces situations, des designers ou des développeurs que je connais dans ces situations. Et ce que je vais faire, c'est pouvoir travailler avec eux pour mieux aller dans cette direction-là, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel. D'accord, ok. Et du coup, je vais trouver des moyens comme les sous-titrages des audios, Hum, euh, hum. comme la rétranscription du coup des audios, peut-être utiliser des autres moyens, comme je vous ai dit, la bande dessinée. Et du coup, l'idée, c'est de transmettre ces témoignages des autres manières qui puissent rendre l'atelier beaucoup plus accessible pour tout le monde, quoi. D'accord. Et du coup, cet atelier que tu vas organiser au sein de cette, c'est quoi? C'est une conférence, c'est ça? C'est quoi? C'est une journée, 2 jours, je sais pas, à 11Y Paris? C'est c'est une 2 jours. Du coup, cette année, ça sera sur 2 jours. C'est un événement qui se fait chaque année. Les 25 juin, du coup, ça sera à la Maison de la Radio et ça sera plutôt des conférences autour de l'accessibilité. D'accord. Et les 26 juin, il y aura des autres événements, donc des ateliers. D'accord. Et toi? Ok. Et donc, pardon. Et donc, toi, tu organises un atelier dans cette journée du 26 juin et ça sera ouvert à tous, en fait, à tous les participants ou participantes, c'est ça? Oui, en fait, je pense qu'il y a 15, c'est pour 15 personnes. D'accord. Donc je pense que 15 personnes pourront participer à l'atelier. Je serai en train d'animer justement avec Candice. Mhm. On animera ensemble et les gens qui sont inscrits à l'événement et qui pourront venir participer à l'atelier dans la limite de places disponibles, bien sûr. Ok. Ah oui, donc vraiment très très gros travail et comme tu disais au début, beaucoup de futur, effectivement. D'accord, c'est super intéressant. Est-ce que Il y a plein d'autres, mais je vais pas m'étaler sur les futurs. Il y a, comme on dit avec Candice, il y a les bacs à sable des idées d'Élus. Et du coup, il y a plein d'idées, des choses que j'ai envie de faire. J'adore la bande dessinée. J'aimerais bien faire des choses autour de ça. Mais pour l'instant, en fait, c'est un projet où je suis consciente que c'est un projet qui est important de les faire à petits pas. Donc, petit à petit, ouais. c'est un projet des baby steps. Donc, il y aura des choses qui vont venir, des nouveautés à chaque fois, mais euh, on n'a pas envie d'avoir cette pression des performances et cette pression d'attente qu'on peut avoir au quotidien au travail. Donc, c'est pour ça que c'est un projet où on s'éclate et c'est plutôt un projet qu'on a envie aussi de se faire plaisir à les construire. D'accord, ok. Est-ce que avec les ateliers ou les demandes que tu reçois, est-ce que tu as perçu qu'il y avait une demande de la part des entreprises ou des associations de proposer cet atelier et de multiplier en fait les ateliers en fait? Est-ce que tu as perçu qu'il y avait une demande sur les vulnérabilités guillemets accessibilité? Pour moi, il y a une grosse demande. Ouais. Et justement, à chaque fois que j'anime l'atelier, je suis rapprochée par plein de monde sur LinkedIn qui me disent: «Est-ce que tu veux venir à mon entreprise?» Ah ouais. J'ai déjà animé dans des entreprises pour des équipes et il y a des entreprises qui m'ont déjà invitée, pour venir juste parler de ça, et faire une discussion avec, les équipes. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel sur ces sujets et c'est pour ça, moi, mon objectif à long terme, ça va être de vraiment faire mon métier des consultants en design stratégique, mais vraiment avec cette couleur-là de l'inclusion et pouvoir accompagner les entreprises justement à mettre en place l'inclusion. Du coup, je me rends compte que c'est très important aussi d'aller dans la direction de l'accessibilité parce qu'on peut pas aujourd'hui dans les mondes numériques, je pourrais pas les séparer. Et ça peut du coup rendre la tâche beaucoup plus difficile de vouloir juste faire l'inclusion, alors que les deux sont importants. Donc j'essaye aussi du coup de monter en compétence sur les sujets d'accessibilité pour pouvoir aussi peut-être ça sera ça l'apport d'entrée, l'accessibilité, et après pouvoir permettre aux entreprises d'élargir sur l'inclusion. D'accord, ok. C'est super intéressant. Et tant mieux que les entreprises sont intéressées. Tout à fait. Autre chose,
là, on va se rapprocher plus du travail. Est-ce que dans mon travail, dans ton travail au quotidien, comment toi tu intègres ou tu partages cette dimension de design orienté vers les personnes vulnérables? C'est quoi les valeurs que tu mets en avant? Bah déjà, pour moi, c'est très important d'incarner ces valeurs. Donc, pour moi, c'est déjà juste être moi-même dans les partages de ce que moi je peux ressentir, de mes émotions, de qu'est-ce que ça veut dire être une personne avec un trouble d'attention au travail, de pouvoir parler de ça. Moi, j'adore les pins, donc je suis pas mal des pins sur avec des arcs-en-ciel de la communauté LGBT, Black Women Matters, neurodivergent. Dans mon ordi, il y a plein de stickers par rapport à ça, et je pense que déjà ça, pour moi, c'est une manière d'incarner ça, de dire voilà qui je suis, voilà c'est quoi mes valeurs. Est-ce que vous avez envie de travailler avec moi? Est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets, ou est-ce que c'est des sujets qui vous intéressent pas, et dans ces cas-là, moi, je rentre pas dans votre, je fit pas dans votre environnement. Et du coup, pour moi, ça a été un gros cheminement déjà de m'affirmer par rapport à ce que j'ai envie d'incarner, parce que il y a des choses, voilà, qui à des moments m'ont aussi rendu vulnérable, et que j'aurais pu avoir dans les passés honte d'en parler, ou des être pointé un peu du doigt par rapport à ces choses-là. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est important en fait d'incarner ça, tout simplement, de dire bah je peux pas parler de ça et ne pas l'incarner ou avoir peur d'en parler. Donc pour moi, je pense que c'est la première chose que je fais, c'est de pouvoir parler des sujets qui me touchent, pouvoir même proposer dans les entreprises que je travaille, est-ce que je peux animer l'atelier, est-ce que c'est des sujets sur lesquels on peut en parler. Moi, j'étais dans une séance de test pour un client, et il y a quelqu'un qui m'a parlé du fait qu'il était dyslexique. Pour moi, en fait, tout de suite, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux parler aux stakeholders du fait que peut-être il faut qu'on prenne en compte la dyslexie dans notre produit, parce que clairement, quelqu'un m'en a parlé. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut amener ça petit à petit. Et plus on s'intéresse à ça, plus ça sert à les cas. Et voilà, je partage des ressources, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées sur des questions de vulnérabilité. Donc voilà, partager ça. Et je pense que c'est quelque chose que j'incarne même dans ma vie personnelle, parce que je fais partie de beaucoup d'associations, des questions des féminismes, des questions des militantes. Moi, j'aime bien être bénévole juste dans des associations pour peut-être faire juste participer à un repas pour les personnes SDF. Moi, je pense que c'est aussi ça, en fait. Si on a envie de travailler sur ces sujets, on est obligé d'être sensible à ça et d'avoir envie, en fait, d'échanger les choses. D'accord. Super intéressant et inspirant. Et maintenant, pour changer un peu de prisme, comment aujourd'hui, toi, comment, en fait, nous, les designers, les product designers, etc., on peut intégrer, en fait, les vulnérabilités dans notre travail? Est-ce que il existe des démarches, ou est-ce qu'il y a des steps peut-être, je sais pas, ou des clés que tu peux nous donner, s'il te plaît? Bah déjà, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui sont dans tous les sens, et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien faire quelque chose de beaucoup plus condensé et qui permet de rassembler des informations. Donc je pense que déjà la première chose, c'est déjà, est-ce que vous vous intéressez à ça? Et je pense que déjà les premiers pas, comme je disais, c'est de s'intéresser et de pouvoir avoir cette approche d'empathie. Comment est-ce que je peux me poser des bonnes questions? Sur ça, il y a un jeu de cartes qui est sorti il y a pas longtemps de la Grand Ours, qui s'appelle les jeux de design inclusif, qui permet déjà de savoir c'est quoi les questionnements que je dois me poser. Donc, je pense effectivement que ce qui est important, c'est de se poser la question déjà. C'est de dire, est-ce que dans mon parcours, j'ai réfléchi à ces choses-là? On a l'habitude, en tant que designer, de faire par exemple des personas. Et justement, en temps dans la formation et suivant plein d'élèves et voyant plein d'étudiants qui travaillent sur des personas,
je vois toujours la même chose. J'ai Mhm. travaillé, par exemple, à accompagner une élève dans son mémoire. Elle travaillait sur les sujets des crèches. Et tous ces personnages, c'était des couples hétérosexuels qui avaient des enfants. Mhm. Du coup, elle avait complètement oublié qu'en France, il y a aussi des parents homos, il y a de la homoparentalité. Et du coup, pour moi, c'est déjà ça, c'est de sortir de nos propres biais, nos propres a priori, quand on fait des personas, allons plus loin les fameux cadres supérieurs professionnels. Est-ce que les gens qui utilisent notre produit, est-ce que c'est des personnes aussi qui sont en situation de précarité? Est-ce que et qu'est-ce que je change par rapport à ça? Ça veut pas dire que je vais changer tout mon produit, mais comment est-ce que ça bascule et comment est-ce que je permets aussi à ces personnes d'accéder à mon produit? Bien sûr, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Il y a d'autres clés que tu voulais partager? Moi, je pense que c'est une question des prises de conscience, comme je viens déjà de les dire et que je pense que je l'ai pas mal dit dans ces podcasts. Reconnaître justement cette diversité, aller à la rencontre des personnes différentes. Moi, depuis que je commençais ces projets, en fait, je me rends compte aussi que ça a changé aussi quelque chose à moi. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a quelqu'un sans domicile fixe qui vient me parler dans la rue, je vais être moins dans les régés et je vais être beaucoup plus sur ok, est-ce que je peux avoir une discussion avec cette personne au lieu d'avoir peur en fait de qu'est-ce que ça peut produire cette rencontre. Donc je pense que c'est déjà ça. Comment est-ce que je peux aller à la rencontre de ces gens-là? Et je pense aussi, et je parle de ça plus pour les managers, designers, Mhm. et plus pour les personnes qui font du recrutement, ben n'ayez pas peur en fait de recruter des personnes différentes, des personnes neurodivergentes, des personnes autistes, des personnes en situation de handicap, parce que ça va amener plus de diversité dans l'équipe et forcément plus de richesse. Donc je pense que la diversité c'est une vraie richesse qu'il faut pas la voir juste comme une faiblesse. C'est aussi une force en fait. Je suis absolument d'accord avec toi. Pour moi, une autre clé, c'est de prendre conscience de l'impact que ça peut avoir l'inclusion. Pour moi, il y a plusieurs niveaux d'impact. Bien sûr, il y a l'impact qu'on peut avoir sur la société, comment créer un futur plus souhaitable, être plus dans les enjeux sociaux des impacts, mais il y a aussi un impact business. Mhm. Parce que, en fait, l'effet d'exclure des personnes, ça fait que notre produit ou notre service ne va pas être utilisé par ces gens-là. Quand on les prend en compte, bah, ces gens-là, ils vont forcément l'utiliser. Et du coup, bah, si on pense, par exemple, aux personnes aveugles ou aux personnes sourdes, bah, forcément, du coup, notre produit sera accessible, on aura beaucoup plus de clients. Donc, je pense qu'il y a un vrai impact d'être inclusive. Au-delà du côté militant ou social, il y a aussi un impact sur les business. Effectivement, ouais, comme tu dis, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il y a un enjeu sur un produit, sur un service, parce qu'effectivement, ça va ouvrir côté business. Il va y avoir une autre population qui va s'intéresser, et du coup, effectivement, il y a toujours ce fameux ROI qui arrive là, effectivement. Euh, Avec toutes ces recherches, cette construction d'ateliers qui est toujours en cours, toutes tes recherches que tu fais sur ce sujet et cette démarche, qu'est-ce que tu as appris alors depuis? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été des vraies révélations ces derniers mois? Ouais, en fait, moi, je pense que le principal apprentissage, c'est que la raison même pour laquelle je suis devenue designer, c'est parce que j'avais envie de designer pour les gens et de changer la vie des gens. Et je pense que des fois, quand on travaille dans les numériques, on peut partir vite dans tout ce qui est la création de nouvelles fonctionnalités, créer de la valeur par les fonctionnalités, dans la performance, et on oublie l'humain en fait, sans se rendre compte. Mm. Et on fait nos démarches des manières très mécaniques. Oui, on a fait la recherche. Oui, on a fait des ateliers d'idéation. Oui, on a fait la conception. Mais est-ce qu'on a aussi pensé à toutes ces subtilités de l'humain? Et pour moi, en fait, c'est ça les vrais designs centrés sur l'humain. En fait, c'est vraiment de voir l'humain comme comme ce qui est dans son ensemble. En fait, l'humain, c'est pas juste un utilisateur des produits et des services, c'est aussi une personne qui est vulnérable, qui a des situations qui peuvent être
plus complexe, qui peut être lié à lui, mais qui peut être aussi lié au contexte. Pour moi, c'est aussi, est-ce qu'on a réfléchi si notre utilisateur va utiliser notre produit quand il est dans les métros avec plein de monde autour et qu'il est comme une sardine? Est-ce qu'on a vraiment pensé à ça? Et du coup, pour moi, c'est ça vraiment notre métier. C'est de vraiment réfléchir à toutes les situations possibles et tous les contraintes qu'une personne peut avoir et les difficultés qu'une personne peut avoir dans notre produit. Et comment est-ce que nous aussi, on peut être capable d'être dans cette représentativité des mondes, en fait. Au lieu de juste avoir peut-être des illustrations, des personnes qui sont valides, au lieu d'avoir juste des personnes blanches, hétéros dans nos photos, comment est-ce qu'on peut aussi vraiment incarner ces choses-là et se dire nos utilisateurs, c'est vraiment des gens différents. Et on veut aller dans cette direction. Donc, je pense que ça m'a appris ça. Et je pense que quelque chose que j'ai aussi appris, c'est cette notion, cette différence entre la diversité et les universalismes. J'explique un petit peu. Pour moi, en fait, les designs, il doit pas rendre invisible la diversité. Il doit pas se dire mon produit ne sera pas utilisé par des personnes en situation de handicap. Il y a qu'une personne aveugle qui utilisera notre produit, donc ça vaut pas la peine de prendre en compte. Nos produits doivent justement être là pour prendre en compte la diversité des personnes et la diversité des situations. D'accord. Ok, c'est super intéressant. Tout à l'heure, on parlait un petit peu du futur et je me demandais si tu avais pensé, par exemple, à écrire, je sais pas, un livre ou participer à un livre. Est-ce que tu as développé ce côté-là? Bah du coup sur ça, je pense que je me sens pas prête à écrire un livre où je parle de ces sujets. Je me sens pas encore suffisamment légitime pour écrire plein de pages. D'accord. Mais je travaille sur un projet avec justement Liv Danton Lefebvre. Parce qu'elle ressort une nouvelle édition de son livre et elle a l'habitude de faire des apostrophes dans son livre où il y a une autre auteure qui part d'un sujet dans lequel il développe une expertise, où il est déjà expert. Et du coup, elle m'a invité à participer à son livre. Donc, je vais écrire quelques pages. Donc, ça sera pas un livre en entier. Ça sera quelques pages sur les designs des vulnérabilités dans ces livres. Et ça va permettre de donner déjà des outils, des petits tips, des petits outils aux designers qui prendront ces livres pour justement comprendre ce que c'est les designs des vulnérabilités et l'inclusion. D'accord, ok. Donc tu viens de nous sortir une exclusivité, quoi, en fait. Ouais. On arrive déjà à la fin de cet épisode, Luz. Et donc la question de l'épisode, c'était comment designer du coup pour les vulnérabilités. Comment toi, aujourd'hui, tu pourrais répondre à cette grande question? Comment les designers doivent aussi peut-être aller plus vers l'avant, plus sur ce sujet? Peut-être que tu as des choses à nous dire. Je pense que j'ai pas mal déjà répondu tout au long du podcast à cette question. Mais si j'ai des vrais résumés, du coup, et qu'on devrait partir sur des choses très concrètes, moi, je pense que la première réponse, c'est la sensibilité à ces sujets. Je pense que si on n'est pas du tout sensible à ces sujets, ça sera impossible de travailler sur ça, parce que c'est des sujets qui sont très intimes, qui sont très sensibles, où on rentre dans une partie des personnes et de nos utilisateurs qui vont au-delà du fait de s'ils vont bien cliquer sur notre bouton ou s'ils vont bien finir notre parcours et bien finir de valider les paniers. Donc, je pense que c'est très important d'être sensible et de pouvoir justement, comme je disais, intégrer des personnes différentes, intégrer des profils variés dans les équipes des designs, valoriser cette différence, parce qu'on sera plus en capacité de rentrer en empathie et de pouvoir être sensible. Plus on est concerné par des sujets, plus on est sensible. Donc, quand tu as une équipe de designers diverses, forcément, tu as des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres à ces sujets-là. Et c'est quelque chose que j'ai aussi appris dans cet atelier. Je me rends compte qu'en fonction des sujets, il y a des sujets sur lesquels t'es moins sensible et c'est ok, c'est pas un problème, t'es pas en train de discriminer une personne parce que t'es pas sensible à sa vulnérabilité. Juste,
c'est important d'avoir cette variété des profils et cette variété des sensibilités pour pouvoir amener cet esprit-là dans un projet et dans un produit. Donc ça, je l'ai déjà un peu dit. Donc je pense qu'il faut pas hésiter justement à intégrer des personnes concernées par des sujets différents justement dans les équipes design. Et je pense qu'une des manières clés, comme j'ai déjà dit, c'est de s'intéresser. Donc il y a plein de bandes dessinées qui parlent de ces sujets, il y a des podcasts, il y a des choses, de s'intéresser. Moi, j'aimerais bien, comme je disais, réussir à construire quelque chose qui puisse rassembler des informations pour les designers et pour les personnes en conception. Mais en attendant ça, je pense qu'on peut déjà aller chercher l'information. Et pareil, comme j'ai dit, l'enjeu business, en fait. C'est de se dire, c'est pas parce que j'intègre ces sujets-là que je vais perdre du chiffre d'affaires. Parce que finalement, en fait, ces gens-là, ils vont aussi être utilisateurs et ils vont aussi payer pour notre produit. Peut-être quand on pense à la précarité, on va devoir penser à des solutions pour des personnes précaires. Donc, on va devoir réfléchir à des prix plus bas ou des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas des solutions là-dedans. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est même notre responsabilité en tant que designer. Pour moi, l'éthique, c'est une vraie responsabilité des designers. Donc, comment designer responsable, c'est aussi avoir envie des designers responsables, des designers pour les vulnérabilités, d'être éthiques. D'accord, ok. Bon bah voilà, si vous voulez participer ou travailler avec lui sur ce sujet ou même la faire venir dans votre entreprise, eh bien contactez-la directement sur LinkedIn. Je pense qu'elle sera ravie de vous répondre. En tout cas, bah merci beaucoup Luz d'être intervenue dans Design Plus sur ce sujet qui est vraiment important et vraiment touchant. Merci beaucoup à toi d'être venu, c'était vraiment très sympa. Est-ce que tu veux nous faire un petit retour rapide ou me dire peut-être le mot de la fin, je ne sais pas. Les mots de la fin, c'est moi je pense que déjà plus on essaiera à s'intéresser à ces sujets, plus les choses vont changer et plus les entreprises vont s'intéresser à ça et ils vont surtout mettre du budget sur ces sujets-là parce que ça fait partie des freins que je peux retrouver aujourd'hui. Moi, j'ai carrément envie. Du coup, j'ai fait ces projets des manières pratiquement bénévoles dans mon coin et j'ai des fois du mal à l'intégrer dans mon quotidien en tant que designer. Donc, je pense que plus on s'intéresse à ça, plus les entreprises vont être aussi sensibilisées et on pourra justement construire un monde beaucoup plus souhaitable par rapport à ça. Parce que je pense qu'on est tous concernés à un moment donné pour X ou Y raison à des vulnérabilités. Merci beaucoup à Luz d'être venue partager son engagement et d'expliquer comment elle utilise ses compétences de designer au service des populations vulnérables et fragiles. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de le partager autour de toi avec tes collègues, tes amis et sur tous tes réseaux sociaux. Tu peux aussi noter le podcast et écrire un commentaire sympa sur ta plateforme d'écoute pour partager ton avis avec les autres designers. Pour continuer à écouter le podcast et recevoir les notifications de cette nouvelle saison numéro 11, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute. À bientôt, salut!